Ce soir, à l'émission, Transport en commun, Québec doit agir, disent les maires. Il faut avoir de l'action, puis il faut avoir du service sur la Couronne Nord. Et c'est fait, le camping Donald est définitivement fermé. C'est sûr que c'est vraiment triste comme situation. Les personnes proches aidantes ont besoin de soutien. J'en discute avec Marie-Josée Parent de l'Entraidant. Il y a un tiers de la population québécoise là, actuellement qui accompagne un proche. Je m'entretiens également avec la présidente de la SNQL, Martine Laval, à propos de la 13e édition des prix d'excellence en français Gaston Miron. À toutes les personnes qui vivent, mais qui travaillent aussi dans les Laurentides. Enfin, Karine Daou nous raconte ce qui se passe du côté de l'Hurlu. On a décidé qu'on mettait l'Hurlu en location. Bienvenue à Accès local. Jeudi 14 novembre 2024, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. À la suite, Clara, de la publication du dernier audit de performance des grandes sociétés de transport, les maires de la Couronne Nord déplorent, dénoncent l'inaction du gouvernement. Vous souhaitiez faire le point avec nous. Oui, Claude, on se souviendra que plus tôt cet automne, certains maires de la région s'étaient rendus à l'Assemblée nationale pour demander au gouvernement des réponses quant au sous-financement des services en transport en commun dans les Basses-Laurentides qui connaît des besoins grandissants en la matière. La table des préfets et des élus de la Couronne Nord a publié un communiqué la semaine dernière après la publication de ce nouvel audit qui, grosso modo, compare les différentes sociétés de transport entre elles pour analyser les meilleures pratiques budgétaires. On écoute à ce sujet Denis Martin, qui est maire de Deux-Montagnes. Ça, là, ici, là, c'est un paquet d'études, ça date de 2012, 2018, 2019, des audits, des études. Donc, un peu le commentaire que la table des préfets de la Couronne Nord ont aussi pour les Laurentides, c'est que les études, il y en a eu, des discussions, il y en a eu. C'est juste qu'à un moment donné, il faut avoir de l'action, puis il faut avoir du service sur la Couronne Nord. C'est ce qu'on déplore. Et quels sont les principaux irritants qui sont observés dans la région? C'est surtout le trafic qui se densifie dans toutes les directions. Traditionnellement, l'axe nord-sud était la principale direction de circulation. Depuis que les habitudes de déplacement ont changé, notamment depuis la pandémie de COVID-19, les axes est-ouest sont de plus en plus achalandés et les structures ne sont pas nécessairement adaptées à ce changement. On peut aussi noter que la démographie de la région a nettement augmenté dans les dernières années et la grande majorité des ménages de la région possèdent une voiture. Denis Martin nous en dit un peu plus à ce sujet. Les gens acceptent le fait qu'il va y avoir de la densification, mais acceptent moins la circulation, puis acceptent moins qu'il n'y a pas de transport en commun. Là. Donc, nous, notre rôle, c'est de dire, il y a des projets comme tels qui s'en viennent, comment on va les desservir en transport en commun pour éviter justement d'ajouter à la circulation qui est pour le moment infernale sur la Couronne Nord. Clara, c'est un contexte financier qui est plus difficile pour les sociétés de transport. Alors, qui sera invité à payer la note? Alors, les sociétés de transport comme EXO ou la STM, par exemple, sont financées en partie par les municipalités, en partie par le gouvernement provincial, par les usagers aussi, les automobilistes, etc. En entrevue à Radio-Canada, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a avancé qu'il fallait repenser à une restructuration en profondeur de ce système, car la sollicitation constante de fonds au gouvernement dans ce dossier ne pouvait pas durer à long terme, selon elle. De son côté, la table des élus et des préfets de la Couronne Nord attend une rencontre avec la ministre et son cabinet pour discuter des prochaines étapes. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. On va reparler du camping Donald. À plus tard, Claude. Les travailleuses en CPE des Laurentides ont voté à 88 % en faveur d'une banque de grève de 5 jours qu'elles pourront utiliser au moment jugé opportun. Ce vote témoigne de leur détermination à obtenir de meilleures conditions de travail face aux demandes de la CAQ, perçues comme des reculs aggravant la pénurie de main-d'œuvre. Selon la présidente du syndicat Chantal Harrison, le manque de reconnaissance et les bas salaires freinent le recrutement et favorisent l'exode des éducatrices qualifiées. Le conseil de ville de Bois-des-Filions a recruté la firme de génie conseil Tetra Tech afin de poser un diagnostic sur les problématiques d'inondation sur le territoire de la municipalité à la suite des événements du vendredi 9 août dernier. Plus de 170 mm de pluie s'étaient abattus sur Bois-des-Filions, soit l'équivalent de tout ce que reçoit la ville en précipitations durant un mois d'été. Les infrastructures municipales avaient bien réagi à ces précipitations, mais on estime qu'il faudra s'adapter au changement climatique qui pourrait s'accroître au cours des prochaines années.
Jusqu'au 24 novembre, le gouvernement du Québec tient une campagne de valorisation des personnes proches aidantes, qu'on appelle aussi les héros silencieux. Le sujet est vaste et pour l'effleurer pendant quelques minutes, je reçois Marie-Josée Parent, directrice générale adjointe de l'Entraidant, un organisme qui dispense des services à la grandeur des Laurentides. Bonsoir, Madame Parent. Bonsoir. Alors, c'est une campagne qui s'appuie sur certaines perceptions qu'on a de la proche aidance, qui repose notamment sur 3 énoncés à propos desquels j'aimerais vous entendre. Oui. Le premier étant que les personnes proches aidantes sont plus nombreuses qu'on pense. Bien, tout à fait. Puis, en fait, il y a 1/3 de la population québécoise, là, actuellement, qui accompagne un proche. Et ça fait autour de 2,3 millions de personnes qui donnent approximativement plus d'1 heure par semaine d'accompagnement. Ça, c'est dans la définition de la proche aidance, 1 heure et plus d'accompagnement? Bien, en fait, c'est pas nécessairement dans la définition puisque c'est pas temporel. Ouais. C'est au niveau du soutien parce qu'il peut être temporaire, il peut être aussi à long terme. Donc, on parle pas nécessairement en niveau d'heure, mais vraiment au niveau du soutien qui est apporté, d'engagement et de soutien. On dit aussi qu'elles en font plus qu'on pense? Oui, tout à fait. Bien, tu sais, juste à raison de 1 heure par semaine, mais il faut savoir qu'il y a 2 personnes sur 5 qui en font plus de 5 heures par semaine également. Et de savoir qu'ils en font plus qu'on pense, c'est dans la reconnaissance aussi des personnes proches aidantes au quotidien. Certaines font ou accompagnent des gens de façon régulière et ne se reconnaissent pas encore comme personnes proches aidantes, malgré qu'on met en lumière une meilleure définition de la proche aidance, malgré qu'on met en lumière aussi les diverses campagnes de sensibilisation. Ça demeure pas moins qu'il y a encore des gens qui ne se reconnaissent pas comme personnes proches aidantes, malgré l'accompagnement qu'ils offrent quotidiennement. Oui, on le fait sans le savoir parce que c'est naturel des proches. Tout à fait. L'autre énoncé, c'est qu'elles ont plus besoin de soutien qu'on pense. Bien, tout à fait, puisque à travers le parcours de la proche aidance, bien, ils vivent différents défis, différentes situations et nécessairement, à travers ça, elles ont besoin d'être accompagnées. Elles ont besoin d'une écoute, elles ont besoin également d'avoir des réponses à leurs questions, de savoir comment naviguer dans le système de santé, d'avoir également du soutien dans des transitions parfois plus difficiles. Par exemple, quand on parle de deuil du quotidien, tu sais, à faire 49% des personnes proches aidantes actuellement sont sur le marché du travail, donc la génération sandwich. Elles doivent concilier travail, vie familiale, et ça fait en sorte que, bien sûr, il y a des deuils à travers ça qui sont vécus et dans lesquels ils doivent être accompagnés. Justement, parlant de deuil, quels sont les deuils les plus fréquents? Parce que on s'oublie complètement, là, même quand on aide une personne. Bien, tout à fait. On parle souvent de la multiplicité des deuils en proche aidance, ce qui veut dire que ça touche différentes sphères dans notre vie. Si je suis au travail, par exemple, ça se peut que j'aie à faire le deuil d'un nouveau poste puisque j'ai cumulé quelques absences au cours de la dernière année pour accompagner mon proche. Ça se peut que j'aie aussi à anticiper une retraite plus tôt que ce que j'avais prévu en raison de la détérioration de l'état de santé de mon proche. Je peux souffrir aussi d'isolement social parce que bien que je sois bien accompagnée autour de moi, ça se peut que je me sente seule dans ce que j'ai à réaliser comme accompagnement au quotidien, dans donner des soins, dans faire la prise de rendez-vous et tout ça. Et il y a tout aussi les deuils liés aux grandes transitions. Les questionnements par rapport à héberger un proche dans un nouveau milieu de vie parce que je suis plus capable de le conserver à la maison, d'offrir les soins à la maison, d'avoir les services non plus à la maison. Donc, tout ça fait partie de la multiplicité des deuils du quotidien qui sont vécus. Le 29 octobre dernier, la députée de Prévost, qui est aussi ministre responsable des aînés, Mme Sonia Bélanger, a souligné à l'Assemblée nationale le 15e anniversaire de l'Entraidant. Vous étiez là. Dites-moi, en 15 ans, là, quels sont, selon vous, les gains les plus significatifs qui ont été faits en faveur des proches aidants? Bien, c'est sûr que les nouvelles dispositions législatives, donc la loi, les politiques qui ont émergé, toute la mise en lumière aussi des besoins et de la sensibilisation. Hein, vous le dites, la nouvelle campagne du gouvernement fait en sorte qu'on met de plus en plus la lumière sur ce rôle-là, qui existe depuis très longtemps, mais qui maintenant est davantage exposé et sensibilisé. Et je crois que ça va être, c'est dans la poursuite, en fait,
D'accord. Écoutez, on aurait pu parler de 1001 autres sujets. Moi, j'invite les gens à visiter votre site web, à suivre votre page Facebook et à faire un don en ligne. On a toujours besoin d'argent. Marie-Josée Parent, directrice générale adjointe de l'Entraidant, merci d'avoir été là. Bien, merci à vous. Le mouvement jérômien annonce la candidature de Rémi Barbeau à la mairie de Saint-Jérôme pour l'élection municipale du 2 novembre 2025. Originaire de Saint-Jérôme, M. Barbeau s'inscrit dans les orientations et les valeurs fondamentales du parti, selon Jacques Bouchard, conseiller municipal du mouvement jérômien. M. Barbeau propose une orientation centrée sur l'humain, l'environnement et l'économie. La commission Relève-Blainville est actuellement en période de recrutement, alors que des postes se libéreront prochainement. Cette commission, mise en place en 2020, permet de donner une voix aux Blainvilloises et Blainvillois âgés de 16 à 29 ans. Les 7 membres citoyens qui composent la commission se rassemblent ponctuellement pour échanger et présenter ensuite leurs recommandations au conseil municipal. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature d'ici le 8 décembre. Les personnes retenues seront par la suite informées quant au processus d'entrevue. Louer l'Hurlu, c'est le sujet de la chronique mensuelle de Karine Daou, qui est directrice générale de cette école, de cette salle qu'on désigne comme une école artistique et un repère culturel atypique. Elle est parfois vide, cette salle-là, mais il y a des solutions. On peut la remplir en la louant. Exactement, exactement. C'est la solution qu'on a trouvée au contexte actuel. Les spectacles, il y a un petit peu moins de gens là, qui profitent des spectacles en ce moment. Puis on a décidé qu'on mettait l'Hurlu en location. Par contre, on a une petite twist. Là. Il faut que ce soit pour du culturel quand même, du artistique quand même. Fait qu'on a créé une panoplie de solutions artistiques pour célébrer. Vous appelez ça même un service ultra personnalisé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On offre un service ultra personnalisé aux entreprises qui souhaitent venir faire une veillée ou un spectacle ou quoi que ce soit à l'Hurlu. C'est possible pour le temps des fêtes, admettons, pour Noël, louer une entreprise vient à l'Hurlu, il loue, et nous, on lui offre un catalogue de choses qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans ce catalogue? Ça peut être une soirée corporative plutôt traditionnelle, mais sinon, on peut inviter un humoriste. On peut faire une soirée roast, un peu qu'on se moque d'une personne en particulier. Ça peut être une soirée où on invite un chanteur, un musicien live. Ça peut être une soirée karaoké, ça peut être une soirée impro. On peut inviter des gens à venir faire un spectacle d'impro auquel les invités il faut arriver avec un concept, hein, ou en tout cas, à tout le moins, vous avez des concepts à proposer. Il faut qu'on soit ouvert à avoir un concept. Oui. Parce que nous, on va proposer de l'art, de la culture pour faire leur soirée. On a même eu la semaine dernière une soirée La Fureur. Un genre de concept où tout le monde, on fait un quiz, tout le monde répond aux questions. C'est très participatif. Puis les entreprises aiment beaucoup ce genre d'activités-là qui font un petit peu plus différent que d'un souper avec comme une soirée avec de la musique. C'est vraiment, on essaie que l'humain, que la personne, que le groupe soit au centre de la soirée, donc qu'il se soit plus participatif. Un peu comme je sais pas, dans l'esprit dans l'univers, par exemple, on peut organiser des soirées comme ça, là, autour d'une personne. On veut célébrer une personne et on lui fait vivre plein de choses. Exact. Dans le fond, au niveau corporatif, c'est un peu ce que je vous ai dit. Par contre, au niveau Ça, c'est plus familial, là, ce dont je viens de vous parler. Là. Exactement. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que ma fille, elle a eu son anniversaire de 18 ans et on lui a organisé un En direct de l'univers. C'était fantastique. Pour vrai, le nombre de personnes qui m'ont demandé d'en avoir un. Oui. Moi, j'en ai vu des extraits sur Facebook, parce que vous avez rendu ça public, donc j'imagine que ça fait des petits, là. Oui, en fait, mais tu sais, je dois obtenir les droits si je veux vendre ce concept-là. Donc là, on a trouvé d'autres alternatives artistiques, ne serait-ce que faire venir un conteur qui vient raconter l'histoire de la personne célébrée. Ça peut être
un artiste qui vient peindre une toile de la personne célébrée en direct. On peut faire une BD de la personne pour qui c'est l'anniversaire. Il peut y avoir un quiz personnalisé aussi, dont les questions sont mises en vedette pour la personne aussi. On peut faire une grande entrevue à la méthode télévisuelle, là, vraiment avec un animateur qui prend en entrevue la famille, les amis et ensuite la personne célébrée qui vient. Donc, c'est vraiment de mettre la personne célébrée au cœur et de la célébrer de différentes façons artistiques. Ça demande quand même un temps de préparation. Là, on ne peut pas décider ça la veille. Bien, il y en a qui sont un petit peu moins longues. Là. Comme ça peut aller d'environ 3 semaines, 1 mois de préparation à 3 mois de préparation. Mais on est vraiment ouvert à ce nouveau concept-là. C'est vraiment mon projet chouchou en ce moment parce que ça fait aller la créativité beaucoup, autant du côté de la famille qui travaille fort à créer un nouveau projet. Et vous assistez les gens en cours de préparation? On les assiste en tout temps dans toutes les étapes de la préparation. Il y a des étapes que c'est nous, il y a des étapes que c'est eux. Puis, à date, les fois où on l'a fait, ça a été vraiment j'imagine que vous vous occupez de tout l'aspect technique le soir de l'événement. Technique aussi, les musiciens, les chanteurs, tout ça. Et aussi, il est possible d'avoir un traiteur, en autant qu'il est 100% autonome. Voilà. Il est possible d'avoir un traiteur. Très belle proposition, Karine Daou. Merci beaucoup encore d'avoir été là. Merci, avec plaisir. La Société nationale des Québécoises et Québécois, région des Laurentides, et le Mouvement Québec français lancent un appel de candidature en vue de la 13e édition des prix d'excellence en français Gaston Miron. Martine Laval, présidente de la SNQL, est avec nous pour en parler. Bonsoir, Martine. Bonsoir, Claude. Promouvoir, défendre, valoriser la langue française, ça, c'est dans le mandat de vos 2 organismes. Et le prix Gaston Miron, bien entendu, c'est une formidable façon d'y arriver, puisque c'est un concours de poésie, un domaine où la langue est parfaitement libre et éclatée. Dites-moi d'abord, à qui ça s'adresse? Alors d'abord, ça s'adresse aux jeunes de 12 à 18 ans et aux adultes de 19 ans et plus. À toutes les personnes qui vivent, mais qui travaillent aussi dans les Laurentides. Parce que quand on travaille, on y passe bien des heures, alors pourquoi pas? Donc, tous les gens qui ont affaire avec les Laurentides sont les bienvenus. Et à toutes les personnes qui ont un poème qui tourne autour de leur tête, comme le dit très joliment Gaston Miron dans une vidéo qu'on retrouve sur votre page. Il n'y a pas de thème comme tel, il n'y a pas de thématique, c'est libre à chacun, mais il y a des règles quand même. Il y a des règles bien strictes, genre 300 mots, que ce soit de la poésie classique, engagée, rythmée, entendons slam, peut-être ici, qui, ça fait 3 ans qu'on exploite, qu'on a élargi nos horizons pour introduire cette discipline qui existe depuis très longtemps de toute façon, mais qui faisait peut-être un peu peur de dire, slammer, c'est pas pareil. Non, au contraire, c'est de la poésie, poésie engagée, de poésie rythmée. On peut parler de fleurs et de cœur et d'amour aussi dans les slams, là. C'est pas seulement engagé, mais revendicateur. Mais c'est un beau style de poésie que les gens apprécient beaucoup. Il y a autant d'adultes qui y sont que de jeunes, là. Qui prend la plume, justement, dans le cadre de ce concours-là? Est-ce qu'il y a un groupe d'âge en particulier? Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes? Bien, on a fait 2 catégories. On a fait catégorie jeunesse pour les 12-18 et catégorie adulte pour les 19 ans et plus. Ce que ça change, ça ouvre les horizons, bien sûr, mais ça offre lors quand ça passe à travers les mains du jury, de se dire, c'est quand même cette catégorie-là, il y a peut-être, avec les jeunes, on reconnaît peut-être un autre style, on veut peut-être différencier ça, mais voilà. Pour y participer, il faut résider dans les Laurentides ou à tout le moins y travailler ou y étudier. Oui. Est-ce que, ça fait longtemps que vous travaillez dans ce concours-là, est-ce que ça permet d'observer, puis je pose la question très naïvement, est-ce que ça permet d'observer une constance dans les textes que vous recevez qui permettrait peut-être d'identifier une couleur poétique proprement laurentienne?
Non, je pourrais pas dire ça parce que c'est vraiment les gens, quand on écrit de la poésie, on écrit avec son cœur, que ce soit notre environnement qui nous inspire, que ce soit une cause, que ce soit un sujet particulier. Je ne pense pas que ça ait une couleur locale. Non, je pense que ça a une couleur humaine. Mais Gaston Biron était très attaché à la couleur locale de ce qu'il écrivait. Bien sûr, il était de Sainte-Agathe et puis il est enterré là aussi. Oui, bien sûr, parfois il y en a qui vont peut-être parler de leur environnement, mais il y a beaucoup de choses, d'émotions, hein? Il y a beaucoup de choses du cœur. Alors, pour moi... Chaque poète est son propre territoire. Oui, Parlant de couleur, d'allure, le concours montre une nouvelle image graphique cette année, un nouveau logo. Pendant qu'on le voit à l'écran, pouvez-vous nous l'expliquer? Bien, un nouveau logo, c'est-à-dire qu'on a toujours notre Gaston Miron, bien sûr, qui est toujours notre... On fait ce concours-là, l'effigie de Gaston Miron, parce que c'est notre poète local. Mais autrement, on essaie tout simplement d'être le plus dynamique possible, le plus attractif possible aussi pour les personnes, de dire « Ah oui, moi, je vais participer, ça a l'air bien, ça a l'air dynamique. » On fait attention. Quand on a changé de poésie et qu'on a ajouté slam, on a été assez osé, mais sans que ça fasse peur, on voulait pas que les gens se disent « Ah ben là, c'est plus pareil. » Non, c'est un ajout. C'était de la poésie classique, hein, mais on ajoute ça pour être du temps, pour être de notre temps, pour être dans le vent. En terminant, je précise que la date limite pour s'inscrire, c'est le 15 janvier et vous vouliez nous parler aussi de votre porte-parole. Oui, notre belle porte-parole qui est Hélène Sylvain. Hélène Sylvain, c'est une femme des Laurentides qui a œuvré en éducation, mais qui est la slameuse dans les Laurentides, très important. Elle a gagné d'ailleurs le concours, la 10e édition du concours national de slam poésie du réseau Québec-France. En fin de semaine, c'est un concours à Montréal. Il y en a un autre à Québec fin novembre, et puis elle est splendide quand elle slame. Elle a des sujets significatifs, pertinents, et je crois que c'est un bel exemple. C'est une superbe porte-parole. Merci beaucoup, Martine Laval. Oui, merci beaucoup. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Aujourd'hui, bon, c'est la veille de la date officielle de l'expropriation du camping Donald à Saint-Canute. Vous vous êtes rendu sur place pour discuter avec les campeurs. Oui, Claude, c'est donc demain que le terrain sera cédé officiellement à la ville, plutôt cet automne, dans les derniers jours de la saison. J'étais allée sur place au camping Donald pour recueillir les réactions des campeurs qui ne voulaient pas partir. Hier, la nouvelle semblait beaucoup plus réelle dans le camping désert. Vous verrez les images dans le reportage. Certains des campeurs contestent encore la décision de la ville de Mirabel et déplorent une perte pas seulement sentimentale, mais aussi environnementale. Je vous propose ce soir notre reportage à ce sujet. Qu'est-ce que ça fait de se promener ici, là, voir tout ça? Là? Ah, c'est émouvant, c'est sûr. On se promène ici, on voit les débris qui restent. Il n'y a plus une roulotte, ou presque pas. Quelques chandails accrochés sur les arbres. C'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup de désolation. Fait que c'est sûr que c'est vraiment triste comme situation. Moi, ça fait depuis l'âge de 5 ans que je viens ici. Mes grands-parents s'étaient établis, puis étant saisonnière, à chaque année, j'y retrouvais. J'avais du plaisir dans la plage, dans le parc, dans la forêt. C'était vraiment un beau milieu pour moi. Je trouve ça bouleversant. Bouleversant parce que cette histoire-là, c'est pas juste moi, c'est 90 ans d'histoire, ce camping. Très, très vieux. C'était une culture qui s'était formée. Quand notre camping est un petit peu vintage, c'était patrimonial presque. C'était vraiment un lieu très fort, très symbolique, que Saint-Canute valorisait beaucoup au niveau du tourisme. Donc, ça me fait beaucoup de peine que cet endroit-là soit détruit. Selon vous, est-ce qu'il va y avoir une école ici, finalement? Je serais extrêmement surpris. Leur plan, c'était de construire une école primaire de 600 étudiants, une école secondaire de 1200 étudiants. Je serais tellement surpris. Le chemin Saint-Simon est déjà congestionné. Puis il n'y a aucune chance qu'ils puissent faire des trottoirs ou des deuxièmes voies pour qu'il y ait du dépassement, pour qu'il y ait de la place pour les autobus, parce que ils auraient besoin d'empiéter sur les terres agricoles, et ça ne sera jamais permis. De l'autre côté, on a une voie ferrée, il n'y a comme pas de place de ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a la 158, puis un chemin, une route résidentielle. Donc, le site est enclavé. Ils n'ont pas de place ici pour faire ces deux écoles-là. Ça n'ira nulle part, ce projet-là.
On a également eu des discussions avec le bureau du ministre Drainville, avec la personne responsable des infrastructures et de la construction des écoles, qui, elle aussi, relance la balle aux autres en disant la loi demande à ce que la Ville nous donne un terrain et c'est ce terrain-là qui a été donné par la Ville. Et ce qu'on nous a expliqué, c'est que c'est pas dit que le centre de services scolaires, que le ministre Drainville va signer pour acquérir ce terrain-là. Ils vont devoir faire des études au préalable et c'est possible qu'ils ne prennent pas le terrain si jamais ils déterminent que c'est pas possible de construire une école ici. Aucun des trois, le centre de services scolaires, la Ville et le bureau du ministre Drainville n'ont été en mesure de nous dire quels autres terrains avaient été considérés. On a été aussi voir des partenaires environnementaux qui sont joints à notre lutte, particulièrement le maire et la Coalition verte, pour souligner la perte écologique qu'il y a ici par le déracinement qu'il y aura des arbres, en plus du déracinement des gens, une fois qu'ils mettront en œuvre leur projet. Là. Selon la CMM, une publication, la ville de Mirabel aurait seulement sauvegardé 1% de tous les territoires considérés des espaces verts ou des parcs. Puis Mirabel, c'est une très grande ville. Il y a au moins 74% de sa surface qui est justement agricole. Donc ce chiffre-là est assez inquiétant, considérant en plus que le plan d'aménagement et de développement métropolitain avait une cible de 17% de protection des espaces verts. Puis, en plus, ça va être bonifié bientôt jusqu'à 30% selon les nouveaux objectifs de la COP 15. Selon nous, détruire le camping dans un contexte où Mirabel n'a su que protéger 1% de son territoire, on trouve ça vraiment inquiétant, puis c'est inacceptable de nous exproprier, puis de décider que ce territoire-là ne vaut pas la peine. De voir ces arbres-centenaires-là qui m'ont vu grandir, partir, ça m'arrache le cœur. Parce que Mirabel n'a pas une historique à toute épreuve là, concernant les questions d'expropriation, on le connaît tous. Nous, on s'inscrit beaucoup dans la lutte précédente, surtout que notre avocate, c'est la même qui a contribué à la rétrocession des terres. Nous, on est vraiment solidaires avec le vécu des autres expropriés de l'aéroport de Mirabel. Notre lutte est faite aussi à leur image, puis ils nous inspirent beaucoup. On ne veut pas que Mirabel refasse à d'autres personnes ce que nous, on a vécu, puis ce que les expropriés ont vécu. Et ce n'est pas ici que ça s'arrête. C'est pas parce que l'expropriation arrive dans 2-3 jours que nous, on a terminé. Donc, c'est sûr que nous, on n'a pas terminé. On va suivre ce dossier-là de très près. Et si la Ville pensait qu'après le 15 novembre, le calme reviendrait, non, nous, on n'a pas fini. Merci, Clara. On se revoit mardi prochain. Au revoir, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Les Aînés déniaisés suit à l'instant. Je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.